J'inspire. La télé du bonheur. 85%, selon les dernières enquêtes, des humains nous disent qu'ils sont heureux ou très heureux. 85%. Je vous ai entendu à la radio. J'ai entendu que vous faisiez une annonce pour recruter des animateurs d'ateliers philo. Tout à fait. Et là, ça fait tilt. Et aujourd'hui, mais rien n'est plus important que les enfants aient un discernement, un esprit critique. Parce qu'ils sont tout le temps devant des écrans, devant Internet, des réseaux sociaux. Si tous les enfants du monde faisaient des ateliers philo, mais le monde changerait en une génération. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Frédéric Lenoir, dans un collège du 14e arrondissement de Paris. Frédéric est philosophe, sociologue, historien des religions et rend la sagesse accessible à tous, particulièrement aux enfants. Installez-vous confortablement, respirez et laissez-vous inspirer. Bonjour et bienvenue sur J'inspire, la télé du bonheur. Alors comme vous le savez maintenant, tous les mois je vais interviewer mes ambassadeurs du bonheur. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Frédéric Lenoir, que j'appelle le philosophe du bonheur en France. Et on va tout de suite parler de son association qui s'appelle Savoir-être et vivre ensemble et qui apporte beaucoup de bonheur aux enfants. Et je peux en témoigner car j'en fais partie depuis sa création. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est un plaisir. Ça compte beaucoup pour moi parce que je suis animatrice d'ateliers philo dans votre association. Et alors cette émission va mettre en lumière toutes les initiatives positives qui co-créent un monde meilleur. Donc quoi de mieux que d'avoir Frédéric Lenoir et votre association pour cette belle émission. Ben, super. D'ailleurs, je vais faire juste une petite parenthèse. Je lance J'inspire, la télé du bonheur, parce que j'ai envie de communiquer cette énergie positive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que philosophe, du fait qu'on lance une télé du bonheur ? Bah, ça va contrebalancer un peu la télé du malheur. C'est-à-dire qu'il est évident que les médias s'intéressent plus à ce qui ne va pas bien qu'à ce qui va bien. Et c'est logique, parce qu'on ne va pas dire les trains sont arrivés à l'heure, on va dire il y a un train qui a déraillé. Donc évidemment, ce sont plutôt les problèmes, les drames qu'on met dans les infos. Et ça fausse la réalité. C'est-à-dire que les gens, du coup, ont le sentiment que le monde va très très mal partout, parce qu'on a toutes les mauvaises nouvelles du monde qui nous arrivent. Or, la réalité, elle est très différente. C'est qu'il y a plein de gens qui vont bien. Quand vous faites des grandes enquêtes d'opinion dans le monde entier, vous savez que 85%, selon les dernières enquêtes, des humains nous disent qu'ils sont heureux ou très heureux. 85%. C'est-à-dire plus qu'en France. Alors qu'on va aussi bien en Afrique, en Asie, ces questions sont posées partout. Et donc, en fait, globalement, l'humanité va bien. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a que les mauvaises nouvelles. Donc on a les quelques guerres qu'il y a. Il y en a eu beaucoup plus dans le passé des guerres. Bon, là, aujourd'hui, on a quelques guerres sous nos yeux, mais on en parle toute la journée. On est dans des situations économiques avec des fragilités, etc. et tout. Mais on a connu bien pire dans le passé. On est dans une grande instabilité politique actuellement en France, mais on oublie qu'il y a eu aussi des grandes instabilités dans le passé. Donc, en fait, on se focalise sur tout ce qui va mal et on oublie qu'il y a plein de choses qui vont bien ou on pourrait relativiser avec le passé. Et on vit dans un climat extrêmement anxiogène. Et donc, contrebalancer ça par des informations positives, par montrer des initiatives positives, qu'il y a plein d'associations, il y a des millions de Français, des dizaines de millions de Français investis dans la vie associative, qui font du bien, qui partagent des choses, qui vivent des moments de solidarité, de communion, d'entraide, etc. et tout. Mais c'est formidable, parce que du coup, ça contrebalance et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont positives et plein de gens qui vont bien. Ouais, et moi, ça m'apporte aussi beaucoup de bonheur, c'est-à-dire que je rencontre que des gens qui ont envie de cette télé du bonheur. Ben On oui. m'encourage tout le temps. Eh ben, continuez, c'est parfait. Ouais, et on a hâte parce que dans les coulisses, je montre aussi mon caméraman et mon équipe. C'est vrai que notre quotidien, il est assez stressant du fait aussi de relater que de faits négatifs. Et donc, ça donne une autre énergie, c'est-à-dire que là, on est dans une énergie d'aider et presque de reprogrammer. C'est comme si on avait besoin d'une reprogrammation pour penser différemment. Et en même temps, je dirais, il ne faut pas qu'une télé du bonheur soit naïve. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être bisounours, de taire la difficulté des choses, vous voyez. Ouais. Donc il s'agit d'être dans la réalité. En fait, la philosophie, c'est la lucidité, hein, c'est la vérité, la lucidité. Et donc on peut parler de choses positives avec lucidité, c'est-à-dire en montrant aussi que c'est complexe, que rien ne se fait dans la facilité, qu'une association comme SEV, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Il faut montrer les choses positives tout en montrant la difficulté de les faire et de les mettre en œuvre.
Alors Frédéric, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Savoir-être et vivre ensemble? Le but de l'association, c'est d'aider les enfants à grandir en discernement et en humanité. Donc c'est une éducation à être, en fait, et pas simplement à connaître, à savoir. Et là, c'est un travail sur l'être, c'est pour que les enfants se sentent mieux, pour qu'ils gèrent mieux leurs émotions, pour qu'ils pensent mieux par eux-mêmes, pour qu'ils puissent développer un esprit critique, pour que ce soit plus dans l'écoute de l'autre. Comment les enfants peuvent être de meilleurs êtres humains. Le moyen, c'est l'atelier philo. L'atelier philo étant une technique qui permet aux enfants de grandir, en discernement, en humanité, en esprit critique, en capacité d'écoute. Donc ça développe ce qu'on appelle les compétences cognitives et psychosociales. Et comment vous est venue l'idée de créer cette association? Oui, ah ben en fait, ça fait des années que je disais, on ne devrait pas commencer la philo à 17 ou 18 ans, c'est beaucoup trop tard, on devrait commencer à philosopher dès l'école primaire, voire en grande section de maternelle. Pourquoi? Parce que les enfants sont des petits philosophes. Ils n'arrêtent pas de poser des questions, mais pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi on est sur Terre? Quel est le sens de la vie? Et en fait, ils ont une capacité à questionner le monde extraordinaire qu'on oublie d'ailleurs un peu après, hein. Les adultes s'émerveillent moins, s'étonnent moins, n'ont plus cette capacité d'interrogation spontanée des enfants. Et donc c'est très important de cultiver cet âge du questionnement en leur apprenant à mieux penser, à développer de l'interrogation, de la conceptualisation, à être capable de dialoguer avec les autres de manière constructive. Et je disais ça depuis des années. Et puis un jour, je fais un voyage avec des lecteurs, et quelqu'un me dit, mais moi, je dirige une école à Genève, une école libre, dans laquelle ça fait 10 ans qu'on fait des ateliers de philo avec les enfants. Alors là, j'en reviens pas, et je découvre que ça existe, et que ça existe depuis 50 ans aux États-Unis. Et là, du coup, je m'y intéresse, je vais assister à un atelier philo, je trouve ça formidable, et je décide de consacrer une année entière de ma vie à faire que ça. Et donc, j'ai été faire une centaine d'ateliers philo au Canada, en Suisse, en Belgique, en France, en Côte d'Ivoire, enfin, au Maroc. J'avais envie d'avoir dans la francophonie un peu une expérience voilà, très riche. Et j'ai été voir la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était Najat Vallaud-Belkacem, qui m'a accueilli à bras ouverts. Elle m'a dit, mais c'est une formidable idée. Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on fasse philosopher les enfants dès l'école primaire. Mais le problème, c'est que les profs ne sont pas formés. Et donc, ça n'est pas prévu du tout dans la formation des profs. Ce serait très compliqué de l'ajouter. Vous feriez mieux de créer un organisme de formation qui pourrait former les enseignants ou des animateurs extérieurs qui viendraient dans les classes. Et là, je me suis dit, je vais créer une association à but non lucratif. Et Sève s'est développé très fortement. Et puis après, j'ai fait un livre qui s'appelle Philosopher et méditer avec les enfants. Parce que, Le voici. voilà, en fait, je me suis rendu compte en faisant les ateliers philo que les enfants étaient très dissipés. Ils n'arrêtaient pas de penser à autre chose. J'avais du mal à les rendre présents. Et comme je pratique la méditation laïque de pleine conscience depuis très longtemps, je me suis dit, on va faire simplement une petite pratique de l'attention. C'est-à-dire qu'on va aider les enfants à respirer, à se relaxer et à prendre conscience de leur corps, de leurs sensations, de leur respiration. Ça va les calmer. Et ça a marché extraordinairement bien. Et ce qui fait que du coup, je l'ai systématisé. Et on commence toujours les ateliers philo par 2 petites minutes de pratique de l'attention. Alors comment se déroule un atelier philo, plus concrètement? Ce n'est pas un cours de philosophie. Donc un atelier de philo, ce n'est pas un cours où on va enseigner Kant, Aristote, Spinoza. Les enfants seraient incapables, ils ne comprendraient rien, parce qu'il faut un langage C'est important que développé. vous disiez ça, hein, parce que moi, les parents et les instituteurs Ils me posent comprennent pas. systématiquement la Ouais. question. Ils me disent, mais Magali, est-ce que vous allez faire un cours sur Aristote ou sur Heidegger? Non, non, on Ouais, n'en est non, pas à ce non, niveau-là, non, non, je pas vous du tout. rassure. En fait, il ne s'agit pas de faire de l'histoire de la philosophie. Il s'agit de philosopher, c'est-à-dire de penser, à théoriser, à conceptualiser, à argumenter et à écouter les autres et à débattre. Et donc, on apprend aux enfants à bien penser, tout simplement. Et pour ça, on prend un thème qu'ils vont souvent choisir d'ailleurs. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est quoi le bonheur? Et puis là, les enfants, on leur donne la parole, donc on se met en cercle. C'est important que l'animateur, que ce soit l'enseignant avec sa classe ou que ce soit un animateur comme Sèvres, comme on en forme, qui viennent de l'extérieur, ils se mettent au même niveau que les enfants. On n'est pas dans la posture classique de l'enseignant qui sait, qui transmet un savoir, donc qui est face aux enfants. Parce que si on se mettait dans cette posture-là, ben l'enfant, il continuerait d'attendre que le maître lui dise ce qu'il faut penser. Alors que là, non, on lui dit ce qui compte, c'est ce que tu penses toi. Et donc pour ça, il faut que l'animateur se mette dans le cercle. Et puis après, on lance le débat, c'est quoi le bonheur? Et on va faire circuler la parole. Donc les enfants lèvent la main, on leur donne la parole. Alors on peut faire passer un bâton de parole où on leur donne la parole. Et puis il va dire, bah, par exemple, le bonheur, c'est d'avoir ce qu'on désire. C'est une définition du bonheur. Et puis quelqu'un va dire, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a des débats.
Et par exemple, je vous donne un exemple d'un atelier philo que j'ai fait en Corse, où c'était des enfants tout petits, hein, 6-7 ans. Et puis, donc, il y en a un qui commence à dire, le bonheur, c'est avoir une glace, c'est faire un câlin à maman. Puis il y en a un autre qui dit, et là on progresse un peu, c'est au fond obtenir nos désirs, enfin ce qu'on veut, ce qu'on désire. Et puis il y en a un qui dit, je suis pas d'accord avec ça. Alors pourquoi? Et là, ça devient un débat. Et ben, il dit, parce que moi, j'ai vu que, en fait, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais content, on veut toujours autre chose. Donc, une fois qu'on satisfait nos désirs, on n'est pas heureux. Parce qu'après, on veut autre chose, on veut un autre jouet, on se lasse. Et ça crée un super débat. Et du coup, je lui dis, bah, tu sais, il y a des penseurs qui ont vécu il y a 2000 ans, qui s'appellent Sénèque ou Marc Aurèle, qui disent la même chose que toi. C'est que, en fait, l'être humain est un perpétuel insatisfait. Et donc, après, on relance le débat. Et donc, l'atelier philo, c'est les enfants qui pensent par eux-mêmes. On leur donne de temps en temps des petits outils, des petites références, etc. Mais c'est juste pour relancer le débat, pour qu'ils puissent, en fait, développer leur pensée personnelle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux, parce que c'est le seul endroit, en fait, à l'école, où on leur dit: «Qu'est-ce que tu penses toi?» Alors que presque toujours, on transmet un enseignement qu'ils doivent ressortir. Ils doivent faire répondre à des exercices de maths, d'histoire, etc. Donc ils apprennent et ils ressortent. Alors que là, on leur dit: «Non, là, on n'a rien à t'apprendre. Toi, qu'est-ce que tu penses?» Alors ça leur donne confiance en eux, parce que l'enfant se sent reconnu comme un interlocuteur valable. Ce qui compte, c'est ce qu'il pense. Mais ça lui donne une extraordinaire confiance en lui. Et d'ailleurs, souvent, dans les ateliers philo, les enseignants qui suivent les ateliers nous disent, en fait, on s'aperçoit que des enfants qui ne parlent jamais et qui sont toujours pas bons, on va dire, dans les matières classiques, ils peuvent être excellents dans l'atelier philo. Parce que là, on leur dit ce qui compte, c'est ce que tu penses toi. Et ils ont plein d'idées, mais ça peut pas s'exprimer dans le cours de géographie, de grammaire, de machin. Parce que là, faut répéter un savoir. Alors que d'un coup, on leur dit, mais non, toi, tu penses quoi? Quelle est ton idée personnelle de la chose? Et ce sont souvent les enfants qui sont pas très bons dans les autres matières, qui sont les meilleurs en atelier philo, parce que ce sont des enfants en fait très intelligents, sont plutôt de type, on dirait aujourd'hui HPI, qui ont des qualités émotionnelles, intellectuelles supérieures, qui s'ennuient à l'école. Et du coup, ben, dans l'atelier philo, ils ne s'ennuient plus. Ça les anime, ça les rend vivants et ils sortent des choses d'une profondeur absolument incroyable. Et moi, j'ai régulièrement dans les ateliers des perles. On se dit, mais un grand philosophe aurait pu dire ça, quoi. C'est vraiment des réflexions d'une profondeur absolument incroyable avec des enfants qui ont 7, 8, 9, 10 ans. Même au tout début de l'atelier, on expose, on leur demande de mettre en place des règles pour qu'il y ait Oui, un cadre. alors il y a un cadre, les règles sont très simples. C'est ne pas juger, ce que disent les autres, ne pas se moquer. Donc il ne s'agit pas de se moquer, ah il est con, il a dit ça, parce que sinon personne ne parle. Ah ouais. D'écouter les autres et puis d'argumenter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire je pense ça et puis c'est tout. Pourquoi tu penses ça? Quelles sont les raisons? Quels sont les arguments? Donc l'argumentation. Et donc ça, une fois que les enfants ont intégré ces règles très très simples, eh bien ils se lâchent. Et donc ils osent dire des choses qu'ils n'oseraient pas dire parce qu'ils prennent des risques. Ils disent bon, tant pis si c'est une connerie, mais je le dis. Et puis alors des fois tout le monde rit parce que c'est énorme, mais en même temps c'est pas de la moquerie. Et ça permet aux enfants d'être spontanés, d'être sincères, de pas s'auto-limiter en permanence en disant je vais avoir un bon point ou un mauvais point. Ils sont pas notés, vous voyez, c'est rien à voir. Il s'agit simplement de dire quelque chose qui permet de rentrer dans un débat avec les autres. Et pourquoi c'est aussi important et un levier de changement sociétal, l'atelier philo? D'abord parce que ça fait du bien aux individus qui s'épanouissent. Les enfants vont mieux. On voit après une série d'ateliers philo, il y a des enfants qui étaient renfermés, qui étaient tristes et tout. Les maîtresses nous disent, il s'est transformé avec l'atelier philo. Donc si les citoyens, déjà, si les enfants vont mieux, le monde ira mieux. Plus les gens vont bien individuellement, plus le monde va mieux. La deuxième chose, c'est que la philosophie, c'est le langage universel de l'humanité. On ne dialogue pas avec nos croyances. Avec nos croyances, on s'oppose plutôt. Donc on ne croit pas les mêmes choses, etc. La philosophie, c'est un langage universel. Ça repose sur l'intelligence, sur la raison qui est la même partout. Et donc ça ouvre à la tolérance, ça ouvre au débat, un débat constructif. Alors que souvent, si vous regardez les débats à la télé, les gens sont incapables de s'écouter. Chacun est persuadé d'avoir raison, ils s'appuient sur leurs croyances, leurs convictions, qui sont bourrées d'a priori, alors que la philosophie permet de dépasser les a priori, les préjugés. Socrate nous montrait, avec la maïeutique, que souvent on était enfermé dans nos croyances et nos a priori, et qu'il faut, par le raisonnement, les dépasser. Or, dans une démocratie, regardez aujourd'hui, elles sont malades parce qu'on ne s'écoute plus. Chacun est enfermé dans ses certitudes, dans ses tribus, dans ses communautés. Il faut sortir de tout ça. Il faut être capable de s'écouter pour chercher ensemble la meilleure solution.
Regardez le débat politique en France actuel. Les gens ne peuvent pas faire de compromis, n'arrivent pas à s'écouter. Chacun est persuadé d'avoir raison et faire un compromis, c'est horrible, c'est perdre son âme. Ben non, c'est essayer de trouver la meilleure solution pour le bien commun. Et donc là, on voit à quel point l'atelier philo prépare à ça. Ça prépare les futurs citoyens à s'écouter, à dialoguer, à rechercher ce qui est le meilleur pour le bien commun. Et donc, c'est un laboratoire de citoyenneté. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi quand on anime un atelier philo, c'est l'écoute active. Et ça aussi, on l'apprend en formation, c'est-à-dire on apprend à écouter l'enfant et les enfants apprennent à s'écouter sans couper la parole à l'autre. C'est une des règles d'ailleurs de l'atelier philo, ne pas couper la parole. Et je trouve que c'est tellement important de nos jours, on est tellement plus à l'écoute de l'autre que, vous le dites à juste titre, on veut juste avoir raison aussi. On veut juste avoir raison. On voit déjà ça dans les dialogues socratiques. C'est-à-dire qu'il y a les sophistes qui sont des gens dont le seul but, c'est d'avoir raison. Et donc, ils sont d'ailleurs souvent payés cher pour essayer de convaincre, si vous voulez, pour avoir raison, pour le pouvoir, pour l'argent, etc. Et tout. Et Socrate s'oppose totalement à ça, en disant le but n'est pas d'avoir raison, le but est de dire des choses vraies. Et des fois, on se trompe. Et donc, il s'agit de repérer en soi pourquoi on se trompe. Et donc, il faut être dans un dialogue critique qui nous permet peut-être d'être convaincus par des arguments de l'autre que nous n'avons pas raison. Donc le but n'est pas d'avoir raison. Le but est simplement de chercher ensemble le vrai, la vérité, qu'est-ce qui est juste. Et des fois, moi, ça m'arrive tout à fait dans un débat de me dire, mais c'est vrai, ce que vous dites, vous avez raison. Mais combien d'intellectuels osent faire ça? Parce qu'en fait, on a toujours le sentiment qu'il ne faut pas perdre la face, toujours s'imposer, etc. Mais des fois, on peut se tromper. On peut être éclairé par les arguments de quelqu'un d'autre. Et bien, les enfants, ils apprennent ça dès l'école primaire, en faisant ces ateliers philo, en découvrant qu'on pense mieux ensemble. Ça, c'est une phrase que j'ai souvent entendue chez les enfants. Ils disent, après un an d'atelier philo, on se rend compte qu'on pense mieux ensemble. Parce qu'on s'enrichit par la pensée des autres. Je vous rejoins sur ce point-là aussi. Je pensais à un atelier que j'ai animé sur justement le bonheur. Et il y a une petite fille qui m'a dit, moi, le bonheur, pour moi, c'est de se marier et d'avoir plein d'enfants. Et puis il y a un autre enfant qui lui répond et qui lui dit... moi, je suis pas d'accord avec toi. 80% des Français sont divorcés. Alors, si pour toi, c'est le mariage, dans 5 ans, tu n'es plus heureuse. Et là, elle était bouche bée. Elle dit, mais... Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses, du coup, de l'argument de ton petit copain? Elle dit, mais en fait, c'est pas faux. Mais alors, est-ce que je peux quand même croire que c'est ça, le bonheur? Elle me pose la question. Et après, on a élevé le débat. Et en fait, ce que j'aimais, c'est qu'il n'y avait pas de vérité. C'était nuancé. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, c'est qu'on ne supporte plus la nuance. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans des débats très clivants intellectuellement, c'est blanc ou noir. Mais on ne peut pas dire les choses sont complexes. Ça peut être ça peut être ça. Et donc, du coup, effectivement, la philo apporte la nuance. Les choses sont nuancées. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et on est dans un monde qui supporte de moins en moins la nuance. Regardez un peu le débat politique global. On n'est plus du tout dans la nuance. C'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont tort. Les méchants sont là, les bons sont là. On ne peut plus dialoguer, on ne peut plus faire de compromis. Il n'y a plus de nuance. Ça, c'est dramatique. C'est un appauvrissement du débat intellectuel et surtout du vivre ensemble. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec l'atelier philo, c'est la remise en question. Ils se remettent en question. Tout à fait. Vous ne trouvez pas ça super intéressant? Par exemple, je me permets de témoigner un petit peu des Bien ateliers. J'avais un enfant qui était persuadé que les femmes devaient rester à la maison et que le papa devait travailler. Et puis donc, on a fait un atelier philo. Puis à l'issue de l'atelier, il y avait plein de mamans qui travaillaient, plein de mamans qui faisaient du bricolage. Il y avait une maman qui était gendarme. Et donc, le petit garçon nous dit « Oh, alors là, quand je vais raconter ça ce soir à la maison, ils vont pas me croire. » Et alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses au final? Il me dit, j'ai appris plein de choses et j'ai appris aussi que la femme pouvait travailler, que oui, elle pouvait aussi faire un métier d'homme. Il a dépassé sa croyance limitante. C'est comme ça que je l'ai vécu. Oui, alors ça, c'est l'énorme avantage des ateliers philo, c'est que ça les sort des croyances limitantes transmises dans le cercle familial. Parce que dans chaque cercle familial, c'est normal. On transmet à ses enfants ses valeurs, ce qu'on croit, ce qu'on a appris de ses parents, etc. Il y a une transmission. Elle est tout à fait nécessaire. Mais il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir pour confronter à d'autres points de vue. Parce que c'est ça qui est enrichissant, c'est de voir que ça, c'est peut-être vrai, mais c'est pas que vrai. C'est comme ça que l'enfant, il a à travers tous les thèmes qu'on aborde dans l'atelier philo, qui sont des thèmes de la vie, il a un point de vue plus élargi. Oui, et ça, je tiens à le préciser. On le disait tout à l'heure que ce n'était pas une histoire sur la philosophie où on ne reprenait pas les plus grands auteurs avec les enfants. On parle du bonheur, on parle de la religion, on parle du deuil, de la différence, enfin tous les thèmes de la vie en fait. Oui.
Et ça, c'est important de préciser parce que j'ai énormément de questionnements quand j'arrive de la part des instituteurs. Et alors, une autre question qu'on me pose souvent, parce que moi, j'ai beaucoup de maternelle, de grandes sections. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est dès le premier atelier philo, j'avais déjà des maternelles, mais moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Est-ce qu'on peut philosopher avec des enfants dès l'âge de 5-6 ans? Je vais vous poser, là, je vais vous retourner la question, parce que vous avez plein d'expériences avec les maternelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous apparaît possible, limité? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que c'est possible, mais à partir d'un ouvrage jeunesse. Moi, j'utilise, et j'en ai pris ici, des ouvrages jeunesse, parce que des fois, ils restent un petit peu sur le livre, mais ils commencent déjà à se questionner. Alors ça, c'est Petit lutin cherche le bonheur, où il y a tout est possible. Enfin, on en a plein, hein, et puis on nous donne ces outils-là aussi pendant la formation. Alors, il reste plus sur l'ouvrage. On va, sur comprendre le texte, la morale de l'histoire. Ils vont être moins peut-être dans cette capacité de penser par eux-mêmes, mais il y a déjà un débat très enrichissant dès l'âge de 5-6 ans. Sincèrement. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que les supports sont très utiles. Parce que, en fait, vers 5-6 ans, je pense qu'ils ont encore du mal à conceptualiser. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un atelier, c'est quoi le bonheur? À 5-6 ans, ils vont vous dire, c'est faire un câlin à maman, c'est manger un gâteau. Mais peu d'enfants vont être capables de vous dire, avant 6 ans, le bonheur, c'est obtenir la réalisation d'un souhait ou d'un besoin, par exemple. Là, c'est déjà plus abstrait, vous voyez. Cette capacité de conceptualiser, qui est le propre de la philosophie, vous ne l'avez pas à 4 ans, ou à 3 ans, ou à 5 ans, c'est limite. C'est lié à une production neuronale qui se développe dans le cortex préfrontal vers 6-7 ans. Et donc là, il y a une capacité qu'on n'a pas avant de conceptualiser les choses, de partir dans des choses abstraites. Pour les généraliser, à partir de là, on peut dialoguer bien davantage. Ça permet déjà de commencer à discuter, à s'écouter, à se faire passer la parole, à écouter les autres. Donc c'est déjà un échange, je dirais, constructif. Et on a les tout premiers prémices, grâce souvent d'ailleurs à certains enfants qui sont un petit peu plus avancés, les tout premiers prémices d'une discussion philosophique. Oui. Avec les maternelles, par exemple, j'utilise toujours les ouvrages. Avec des CM2, je vais poser une question générale. Directement, voilà. C'est quoi la différence? On va aller sur des thèmes aussi comme le harcèlement. Hein. Moi, ça a été beaucoup demandé ces dernières années. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a tellement de problèmes de harcèlement. Ouais. Et les faire réfléchir à ça. Et la différence entre l'atelier philo et un cours de morale, c'est qu'un cours de morale ou un cours d'éducation civique, on leur dit c'est mal d'être raciste, par exemple. Ok. Mais si vous les faites parler en disant « Qu'est-ce que vous pensez du racisme ?» Vous pouvez entendre des fois des propos racistes. Mais il y a d'autres élèves qui vont les contredire. Et vous allez avoir du coup un débat qui fait qu'il y aura des arguments qui vont s'opposer à d'autres arguments. Et à la fin, chaque enfant est capable d'avoir grandi en connaissance, en compréhension, en conscience. Et donc, je trouve que l'atelier philo va plus loin, est plus efficace et marque plus les enfants que simplement une discussion morale où déjà l'enseignant sait ce qu'il veut obtenir. Il sait à quoi il veut arriver. Et c'est là que la position d'animateur est importante et que des animateurs viennent de l'extérieur. Je trouve qu'on a une autre position. Que celui du maître. Ouais. Alors, l'enseignant peut faire des ateliers philo, mais il doit changer de posture. Il doit plus se mettre dans sa tête, dans la posture de celui qui sait, qui va... Et c'est pas facile. Ouais. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont du mal. Ils nous disent, nous, on n'arrive pas à faire d'atelier philo. Il vaut mieux que ce soit un animateur extérieur qui vienne, parce qu'on n'arrive pas à changer de posture. On peut pas s'empêcher de dire, c'est ça qu'il faut croire, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut dire. Et donc, alors certains y arrivent, hein, heureusement. Et d'ailleurs, pour les élèves, c'est pas facile non plus. Parce que d'un coup, la première fois quand l'enseignant va faire un atelier de philo, l'élève va répondre, vous en pensez quoi? Ils ont envie que le maître ou la maîtresse leur dise ce qu'il faut penser. Et là, il faut que le maître ou la maîtresse dise « je n'en pense rien ». Ce n'est pas moi qui pense, c'est toi qui penses. Et c'est pas si simple. Non, et moi je vois vraiment une différence entre le moment où on commence l'atelier philo, il y a une discussion avec les enfants, et quand parfois l'instituteur reprend la classe, justement même sur le même sujet. C'est-à-dire qu'on a plus de liberté, je trouve. Oui. Quand on est à l'extérieur. Quand on est à l'extérieur, et il y a plus de bienfaits. Ils se sentent libres, ils ne se sentent pas jugés. On ne reste pas là toute la semaine. C'est une très bonne posture. Après, il ne faut pas généraliser, il faut être nuancé. Je connais aussi des enseignants qui font depuis des années des ateliers philo dans leur classe, ça se passe super bien. Parce qu'ils ont intégré ce changement de posture, parce que les élèves l'ont intégré aussi. Mais c'est vrai que c'est souvent plus facile quand c'est un animateur extérieur. Et puis c'est bien que vous ayez fait la formation CEF, donc au début. Vous l'avez fait dans les années 2017, 2018? La première année, pour moi, c'était une évidence. Je vous ai entendu à la radio. J'ai entendu que vous faisiez une annonce pour recruter des animateurs d'ateliers philo. Tout à fait. Et là, ça fait tilt.
Voilà, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais quelle formidable initiative! Donc, j'ai contacté l'association Sève. Alors, à l'époque, on devait être une centaine, c'était tout nouveau. On était très enthousiastes à l'idée de commencer, et puis alors, c'était très enrichissant. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de faire cette formation, parce que c'est pas seulement pour animer des ateliers Oui, philo ça avec enrichit. les C'est ce enfants. qu'on entend tout le temps. Les gens nous disent ça nous a tellement enrichis, puisqu'on apprend les fondamentaux de la philosophie, on apprend la psychologie de l'enfant, etc. C'est-à-dire qu'on aide les enfants à grandir en conscience, à avoir un esprit critique, mais nous-mêmes, on a grandi avec la formation. Parce qu'il y avait de la communication non violente, on nous a appris la pratique de l'attention pour l'enseigner avec les enfants, l'animation d'ateliers philo, bien sûr, de la culture générale, et puis des belles âmes. Moi, je disais, je suis encore amie avec certaines des personnes qui étaient là. Oui. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé énormément de personnes qui me ressemblaient, qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. Mais alors justement, ce serait quoi l'avenir de Sève? Parce que ce serait que les Moi, je pense, enseignants soient oui, formés aux ateliers philo. évidemment, mais dès leur formation initiale. C'est-à-dire l'idéal, ce serait que quand on forme des maîtres ou des maîtresses d'école, la formation des professeurs du premier degré, que dans leur formation, il y a les formations aux ateliers philo. Que ça fasse pas, on leur apprend à enseigner les mathématiques, l'orthographe, etc., l'histoire, qu'on leur apprenne aussi à animer un atelier philo. Parce que je pense que ce serait formidable que tous les enseignants connaissent cette posture, la méthode, etc. C'est plusieurs jours de formation, mais c'est pas non plus une formation extrêmement difficile, qui fait qu'ils pourraient la recevoir dans leur formation initiale. Dans d'autres pays étrangers, ils ont compris ça depuis longtemps, et du coup, on aide les enfants à développer des activités artistiques, des capacités émotionnelles, etc. et tout. Ça va les aider à vivre. Oui, et puis moi, ce que j'aime aussi avec savoir-être et vivre ensemble, c'est de leur apprendre à être et pas de faire, d'être dans le faire en Tout à fait. permanence. Exactement. On fait des maths, on fait de l'anglais, on fait ci, mais être avec ses émotions et puis évoluer parce que on n'est pas à l'abri d'un deuil, d'une rupture, c'est les apprendre à être bien avec eux-mêmes pour demain. Tout à fait. Et aujourd'hui, mais rien n'est plus important que les enfants aient un discernement, un esprit critique. Parce qu'ils sont tout le temps devant des écrans, devant Internet, des réseaux sociaux, avec plein de fake news, avec plein de trucs où on les influence, on cherche à leur envoyer des choses qui vont déjà dans le sens de ce qu'ils pensent, ils sont par communauté, etc. Alors que là, c'est capital qu'ils aient dans ce monde numérique une capacité d'esprit critique et de discernement. Ça n'a jamais été aussi important d'avoir une tête bien faite, comme dit Montaigne. Donc les ateliers philo, c'est le meilleur outil que je connaisse pour avoir une tête bien faite. Ouais, de toute façon, c'est une question que j'avais écrite et que j'ai pas posée par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Ce que vous en pensez à l'heure de l'intelligence artificielle et de l'importance des réseaux L'intelligence sociaux. artificielle, elle nous apporte de la connaissance. Et c'est très bien, à la limite, on peut avoir de la connaissance. Mais c'est très bien, actuellement, il y a quand même une limite, c'est que des fois, il y a des erreurs. C'est-à-dire que moi, il m'arrive de poser des questions à ChatGPT, je vois que la réponse n'est pas vraie. Je dis, donne-moi une citation du Bouddha, j'ai cette citation, je me dis, c'est pas possible que le Bouddha ait dit ça, donne-moi la source, ah bah non, je ne trouve pas la source, il est possible, on attribue que, enfin bon, et c'est faux. Donc il faut se méfier. Actuellement, il faut encore beaucoup d'esprit critique par rapport aux réponses de ChatGPT. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que même quand ChatGPT, dans quelques années, ne se trompera plus sur les références, etc. et tout, ben, en fait, il apporte que de la connaissance, il n'apporte pas de la compétence. Il ne nous apprend pas à penser. Et au contraire, plus on va utiliser l'intelligence artificielle, moins on va penser, moins on sera capable de réfléchir. Parce que si chaque fois que vous devez faire un effort de réflexion, vous utilisez l'intelligence artificielle, vous n'allez plus jamais utiliser vos neurones. Vous n'allez plus penser. Et donc, le problème, c'est qu'on risque d'avoir des générations qui seront plein de choses superficiellement parce qu'ils vont demander à l'intelligence artificielle, mais qui n'auront pas fait l'effort de réflexion. Or, moi qui ai beaucoup lu, travaillé, fait une thèse de doctorat et tout, je peux vous dire que ce qui m'a rendu un peu intelligent, c'est de réfléchir. C'est d'utiliser mes neurones, c'est d'essayer de comprendre, c'est de me coltiner un problème. Mais si aujourd'hui, tous les élèves et les étudiants se font faire leur dissertation par l'intelligence artificielle, ils ne vont plus réfléchir. C'est comme si on n'utilisait plus le muscle de la réflexion. Imaginez quelqu'un qui prend sa voiture tout le temps et tout, il marche plus, il sait plus marcher. Donc c'est exactement la même chose. Si vous utilisez l'IA tout le temps, vous ne saurez plus penser, vous ne saurez plus réfléchir. Et ça, c'est dramatique. Donc il faut vraiment continuer d'utiliser ces neurones, de réfléchir, de faire un effort intellectuel pour progresser dans la capacité de réflexion. Ah ouais. Et l'atelier philo permet aussi cette Entre réflexion. autres, mais pas que. C'est tout simplement de travailler par soi-même, de faire un effort, de conduire. Et alors que la facilité, vous avez un exercice à faire chez vous, vous demandez à l'IA de le faire et c'est fait. Et ça, c'est dramatique. Pour revenir à l'origine et à la création de Sève, je me rappelle, mais de mémoire, c'était aussi, vous avez créé l'association suite aux attentats, il me semble. Oui, et je me suis rendu compte à quel point, en fait, l'atelier philo était un outil contre l'ignorance
contre le fanatisme, contre l'endoctrinement, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un endoctrinement religieux, mais il y a aussi un endoctrinement matérialiste, hein. Donc ça aide les enfants à prendre du recul, à réfléchir par eux-mêmes, à essayer d'avoir un esprit critique. Et qu'est-ce que vous appelez endoctrinement matérialiste? Bah, en fait, la publicité, le marketing, le fait que on vous dit, pour être heureux, faut acheter ça, faut avoir une belle voiture, une grande maison, un machin, un truc, faut acheter soyez vous-même, ayez tel parfum. C'est tellement ridicule. C'est que, faut avoir un esprit critique. Et se dire, bah, c'est pas parce que j'aurai tel parfum que je serai moi-même. C'est pas parce que j'aurai tel objet que je serai heureux. Voilà. Et donc, c'est avoir de la distance critique par rapport à tout le matraquage publicitaire. Et donc, pour en revenir juste à l'atelier philo, donc il se déroule en 3 temps, on va dire, hein. Il y a cette petite pratique de l'attention. Ensuite, éventuellement, une lecture Voilà. d'un ouvrage jeunesse, un débat en cercle des enfants. Et puis j'aime bien une restitution à la fin. C'est-à-dire, c'est bien souvent si on a le temps, hein, parce que des fois on n'a pas le temps, Ouais. mais si on a le temps de prendre 5 minutes en disant qu'est-ce qu'on a retenu. Et du coup, il y a un élève qui marque au tableau, oui, on a dit ça, on fait la synthèse de ce qui a été dit, pour qu'il reste un peu une trace et une synthèse. Moi, je ne le faisais pas, ça. Eh Vous m'avez donné peut-être un une nouvelle conseil. idée. Si vous faites une série, pas Ouais, un seul atelier ouais. philo, donnez-leur un cahier philo Ouais. et qui note les choses, et vous verrez que c'est très intéressant, parce que du coup, ils poursuivent leur réflexion chez eux. Mais de toute façon, il y a un dialogue qui s'installe aussi juste après l'atelier philo avec les parents. Et souvent, la fois d'après, on a le Oui. retour. Ah oui, on a le retour des retour. parents. Ouais, Oui. ouais, ouais. Moi, j'ai un père un jour qui m'a dit, ça m'a tellement fait rire. Il m'a dit, oh là là, c'est compliqué hein, à la maison depuis que mon fils fait des ateliers philo avec vous. Parce que maintenant, quand je lui donne un ordre et je lui dis fais ça, il me dit papa, argumente. Et je trouve ça merveilleux. Parce qu'on leur dit tout le temps dans l'atelier philo, il faut argumenter. Ouais, c'est super. En fait, et ça, on peut en parler peut-être. Ce que j'aime avec votre association aussi, c'est que vous proposez des modules de perfectionnement, D'approfondissement, d'approfondissement. oui. Où les animateurs peuvent continuer de se former pour enrichir un peu leur connaissance des thèmes philosophiques, la manière d'animer, etc. Voilà. Développer les compétences psychosociales. Enfin oui, on continue de suivre les animateurs pour leur proposer des approfondissements. Et voilà, et quand je suis confrontée à des difficultés, j'ai participé à ces modules d'approfondissement qui m'ont aidé à mieux gérer la situation et voir comment continuer l'atelier philo avec les enfants. Par exemple, j'avais fait un atelier sur la violence. Faut-il répondre à la violence par la violence? Et à l'unanimité, tous les enfants me disaient oui. Ah oui, mais complètement. Ça, quand vous posez cette question-là, la grande majorité, pas l'unanimité, il y aura toujours quelques-uns qui vont dire mais non, ça sert à rien. Mais la majorité aujourd'hui sont dans cette idée, tu me marches sur le pied, je te donne un coup de poing. Enfin, j'ai eu la chance peut-être de toujours tomber sur des classes où il y avait toujours des points de vue différents. Alors que moi, cette fois-là, à chaque fois, systématiquement, ils étaient tous d'accord. Ouais. Et Alors c'est des le fois, il faut module. relancer autrement les choses. S'ils sont tous d'accord, vous pouvez les déstabiliser en disant mais est-ce que vous ne croyez pas que si ça se passe comme ça, le monde va être hyper violent et qu'à un moment donné, regardez l'exemple de Nelson Mandela, de Gandhi, il y a des gens qui disent il ne faut plus répondre à la violence pour en sortir de la violence. Ça peut les faire réfléchir aussi. Ouais. Et c'est en ça que les modules m'ont aidé, c'est-à-dire qu'on a quand même des enseignants, des professeurs, des outils qui vous permettent des outils pour continuer à progresser en tant qu'animateur. Bien sûr, oui. Parce que oui, on est humain et parfois on se retrouve devant cette classe et on ne sait comment y répondre. Mais je pense qu'on sème des graines quand même. Tout à fait. Alors j'aimerais revenir sur la pratique de l'attention parce que je peux en témoigner, je vais dans les écoles et c'est un outil formidable. C'est-à-dire qu'après la récréation, ça permet De se calmer, oui. d'avoir un instant de paix, d'apaiser les esprits. Et après, effectivement, on peut dialoguer avec l'enfant beaucoup plus facilement. Et en plus, ils sont très réceptifs. C'est-à-dire que quand on les questionne sur quels sont les bienfaits de cette pratique, certains répondent « c'est comme au Club Med avec papa-maman » ou « j'avais un poisson dans le ventre, madame, quand vous avez fait la pratique de l'attention ». Et moi, je trouve sincèrement que ça aide à introduire l'atelier philo. Et je vous rejoins en ce point. Et ils vous disent non seulement que ça les calme, mais à la fois à l'école, mais aussi chez eux. Combien de fois j'ai entendu des enfants me dire moi, quand je suis hyper en colère, que j'ai envie de casser la figure à mon petit frère ou ma petite sœur, je vais dans ma chambre, je médite quelques instants, et après, j'ai plus envie. Et donc, ça leur apprend à gérer leurs émotions, en fait. Et ça, on sait que les enfants, ils ont un énorme problème de gestion des émotions. Ils sont dans des colères, ils sont dans des rages, ils sont dans des peurs. Et là, ils apprennent, ils se calment, ils se mettent leur attention sur leur respiration, sur leur souffle, sur leurs sensations. Et tout de suite, ça les apaise. Et ça, vraiment, ça devrait être généralisé aussi. C'est juste quelque chose qui permet de prendre conscience de ses sensations, de son corps, d'être dans une sorte de relaxation qui permet d'être présent à ce qu'on fait.
Ouais, c'est ça, il faut essayer parce que même nous, quand on le fait en tant qu'adulte, je vous rejoins, moi je pratique la méditation de pleine conscience depuis 14 ans, je crois. Et les bienfaits sont tels, on est tellement plus ouvert, plus apaisé, et puis on part moins dans nos pensées aussi, ça nous permet de nous recentrer. En fait, le but de ce type de pratique, c'est de calmer le mental. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une espèce d'agitation, on passe d'une idée à l'autre, etc. Or, pour philosopher, il faut être tout simplement présent à la pensée, c'est-à-dire avoir une concentration sur la pensée. Et si on n'a pas une concentration sur la pensée, on part dans le mental et on n'est pas présent. Et donc, il s'agit, pour mieux philosopher, de calmer le mental, en fait. Calmer l'agitation de ce mental. Et du coup, on est beaucoup plus présent à un dialogue, on écoute les autres, on réfléchit mieux quand on est dans le calme mental. Donc, ça prépare très bien l'atelier. Je pense que... Et c'est quoi l'avenir là de l'association, les prochaines étapes à venir? Eh ben, les prochaines étapes à venir, c'est déjà, elles sont économiques. C'est-à-dire qu'il y a une baisse dramatique des subventions publiques. Donc là, il faut qu'on trouve un nouveau modèle économique dans lequel il faut qu'il y ait plus de bénévolat, il faut qu'on trouve d'autres ressources avec des mécènes privés, par exemple. Il y a un défi toujours de qualité, c'est-à-dire qu'il faut toujours augmenter dans la qualité, la compétence, l'accompagnement des animateurs. C'est une très belle aventure humaine. Vous le disiez, vous entendez bien que les stagiaires. Moi, quand je rencontre les bénévoles, les salariés, c'est des très belles personnes, donc c'est une aventure humaine. Mais ce qui m'a chaque fois mis le plus de joie, c'est des ateliers, la pratique des ateliers. Ouais. Et donc de pratiquer, et pour ça que j'ai continué d'en faire régulièrement. Ouais. J'ai fait un film d'ailleurs, Le Cercle des petits philosophes, c'est Cécile Dangean qui a fait ce film qui a été diffusé sur France 2, qui est sorti au cinéma, où on me voit pratiquer des ateliers avec des enfants dans 2 écoles. C'est passionnant. Et donc chaque fois que j'ai refait des ateliers, ça me met dans la joie, parce que je vois la joie des enfants. Les enfants adorent pratiquer la philosophie, et franchement, il n'y a pas besoin qu'ils soient issus d'un milieu privilégié, etc. et tout. Partout où j'en ai fait, quels que soient les milieux, on voit que leur regard s'illumine, parce qu'ils adorent penser par eux-mêmes, écouter les autres, débattre. Je me rappellerai toujours de mon premier atelier philo. C'était vraiment que du bonheur. Et quand je suis partie, j'avais tellement d'énergie. J'habite à côté d'un lac, j'aurais pu faire 10 fois le tour du lac. Mais c'est sûr, ça vous met en énergie incroyablement. C'était incroyable. C'est l'énergie des enfants. Et moi, Ils vous donnent tellement Et après l'atelier d'amour philo, aussi, ils de vont vous voir. bienveillance. Il y en a plusieurs vont vous voir en disant « Oh, mais c'est formidable, moi plus tard je veux être comme vous, je veux être philosophe, etc. » et tout. On sent que ça éveille une vocation. Ouais, et moi, ils sont trop mignons, ils m'appelaient la dame du bonheur. Et il y a certaines écoles ou certaines classes, je ne pouvais pas traverser la cour. Ouais. C'est-à-dire que quand j'arrivais, ils courent vers vous. Ouais, tout à C'est fait. impressionnant. Ouais. Et c'est la première fois, la première interview de J'inspire, ce sera sur la mission de vie. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, ouais, j'ai trouvé quelque chose d'aligné avec mon cœur. Et j'avais une dernière question que je vais poser à tous les invités, et c'est pas forcément sur les ateliers philo, parce que je pratique la méditation de pleine conscience depuis 14 ans. Je voulais vous poser la question si vous pratiquez, mais j'ai eu la réponse. Depuis 40 ans. Moi, j'ai découvert la méditation quand j'avais 20 ans. Et une méditation toute simple, j'ai même pas appris de cours et tout, j'ai juste appris pendant une journée de formation très simple, juste à faire le calme intérieur, être présent à ses sensations. Je le pratique quotidiennement, ça fait beaucoup de bien. Donc oui, autant de temps. Et comment vous l'avez découvert à l'époque? Parce que c'était pas du tout populaire, là on en parle, c'est médiatisé. Mais... Ouais, mais je l'ai découvert quand j'ai fait un voyage en Inde. J'ai été à Dharamsala et il y avait des lamas tibétains qui proposaient une formation à la méditation, mais le premier degré de la méditation, c'est pas la méditation bouddhiste ultime avec les visualisations, etc., juste le calme mental. Et j'ai appris ça et en fait, ça m'a donné des bases que j'ai utilisées jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi vous pratiquez maintenant quotidiennement? Parce qu'il y a toujours besoin de moments, on est tellement pris dans son agitation, son stress, ses émotions, son mental, il y a toujours besoin dans la journée d'avoir des petits moments de coupure où on se pose, on laisse tomber toutes les pensées, toutes les émotions, et on se met là et simplement on ressent son corps, on ressent ses sensations, et ça permet de se calmer, de s'apaiser et de repartir. Et votre rituel, c'est 10 minutes, 15 minutes? Ah non, c'est pas forcément un temps dédié, Ah bon? c'est plusieurs moments dans la journée. Si je suis dans un contexte où je suis chez moi, j'écris tout, là je peux avoir un temps dédié, structuré. Quand je suis à Paris, que je cours, etc., j'ai pas le temps. Et du coup, c'est des moments, quand je suis dans le taxi, pendant 5 minutes, je ferme les yeux et je fais ces instants-là. Et souvent, c'est plus utile d'avoir des moments comme ça, plusieurs moments dans la journée, que de se dire je prends un seul temps et puis le reste du temps, je vis dans l'agitation toute la journée. Voilà. Ah ouais, moi je prends 30 à 40 minutes Tous les par jours. jour. Ouais, mais c'est bien, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ouais. Mais quand vous n'avez pas le temps de le faire, remplacez ça par 3 minutes 5 fois par jour. Ouais, parce que le challenge après, c'est de le faire même dans le taxi avec le bruit, la musique, c'est un autre Oui, il exercice. n'y a pas toujours du bruit de la musique, hein. Vous vous demandez de couper la radio.
ou dans le métro. Voilà, il y a le bruit du métro, c'est tout, hein. Et à ce moment-là, vous êtes pris. Le bruit, vous l'accueillez, hein, dans la méditation, c'est accueillir tout, C'est hein. ça. Vous accueillez le bruit qui est là, vous accueillez les sensations, vous accueillez. Et puis en même temps, vous êtes juste présent à ce qui est, au son, aux sensations, et vous arrêtez de penser à ce que vous allez faire 1 heure après. Ah ouais. Est-ce que vous pourriez vous en passer aujourd'hui? Je pense que plus on a cette pratique-là, plus on l'intègre naturellement. Ouais. C'est-à-dire que ça ne devient plus un exercice. Mmh. C'est-à-dire que naturellement, vous fermez les yeux, vous dites pas je médite. Vous le faites. C'est comme une respiration. Voilà. Bon, ce sera le mot de la... ce sera le mot de la fin. Respiration pour J'inspire, la télé du bonheur. Encore merci. Eh ben, super, merci merci. Frédéric de m'avoir accordé ce temps. Ça Mais compte c'était un plaisir. énormément pour moi. Je souhaite longue vie encore à Sèvres et encore de nombreux merci. ateliers philo. En tout cas, le bilan, il est quand même très positif en 10 ans. Hein. L'année dernière, en 2025, 43 000 ateliers ont été animés, 135 000 enfants en ont bénéficié. Aujourd'hui, c'est 14 salariés, Sèvres, 14 antennes régionales. Alors, pour vous former, vous pouvez aussi aller en province. Hein. Toutes les formations n'ont pas lieu à Paris. Et puis, Sèvres existe aujourd'hui en Belgique, au Maroc, au Canada, au Luxembourg et en Suisse. Quelle magnifique initiative, Oui, vraiment. ouais, moi j'en suis fier. C'est Ouais, quelques pouvez. belles choses que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait des conneries, mais j'ai fait quelques belles choses, dont Sèvres. Voilà, donc j'en suis fier. Et vous pouvez, parce que je peux en témoigner aujourd'hui, c'est une aventure humaine extraordinaire, autant en tant qu'animateur que bénévole, parce que je fais aussi partie de l'équipe Cœur. Et puis on procure tellement de joie aux enfants, et de procurer du bonheur aux enfants, ça n'a pas de prix. J'espère pouvoir vous proposer aussi un atelier philo, qu'on puisse le filmer dans une école, ça me tient vraiment à cœur. Je suis persuadée, mais vraiment intimement convaincue, que grâce à ces initiatives-là, on va pouvoir co-créer un monde meilleur. Et Moi je suis convaincu que si tous les enfants du monde faisaient des ateliers philo, mais le monde changerait à une génération. Ouais, puis il y avait le Dalai Lama aussi qui avait dit si tous les enfants méditaient, d'ici un siècle, il n'y aurait plus de guerre. C'est évident aussi. Ouais. Lâcher l'ego, le j'ai raison, je sais tout. Voilà. Merci beaucoup Magali, et merci pour cette émission. C'est que du bonheur et en tout cas, surtout, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible et osons tous ensemble créer la vie qui nous inspire. Et je vous dis à bientôt sur J'inspire. Aujourd'hui, c'est philosophie à vous. Aujourd'hui,